Et voilà, ça y est, Avenger Endgame est arrivé et enfin on peut faire un bilan de ce fameux MCU. Alors je précise avant que cette vidéo ne reflète bien évidemment que mon avis. Mais c'est vrai qu'en tant que fan absolu de Marvel, tu risques de passer un sale moment. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, et comme je disais en préambule, Avenger Endgame donc signe la fin du MCU, même si la vraie fin du MCU, enfin de la phase 3 pardon du MCU, parce qu'il va falloir se taper la phase 4, la fin de la phase 3 du MCU ce sera le prochain Spider-Man, mais donc c'était l'occasion pour moi de faire un petit bilan, et surtout vous dire avec un peu plus d'explications que d'habitude, pourquoi je n'aime pas Marvel en quelques points. Mais quand même, il existe aussi quelque chose qui s'appelle la nuance. Et donc, je vais vous dire ce que j'aime aussi un petit peu chez Marvel. Alors, c'est pas grand-chose, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, sur 21 ou 22 films, il y a peut-être 2 films que j'aime. Bon, c'est toujours ça. Mais je vous dirai ce que j'aime et pourquoi. Tout d'abord, je voulais aborder très rapidement le point des acteurs en fait de ces films du MCU. Ça va être très rapide parce que ce n'est pas un réel problème hein, par rapport au MCU et c'est quelque chose qui me concerne un petit peu plus on va dire, mais ce sont les acteurs, des acteurs que j'aimais et maintenant que je déteste. À titre d'exemple, Robert Downey Jr., acteur que j'adorais, acteur que j'ai découvert dans Chaplin, même s'il avait une petite carrière dans les années 80 en tant que second rôle, mais c'est vrai que quand tu le vois dans Chaplin, t'as quand même bien les frissons. Quand tu le vois aussi dans Shortcuts de Robert Altman, il joue extrêmement bien. Après vient tout un tas de films, et puis vient évidemment son rôle emblématique de Tony Stark dans le MCU. Et si je peux admettre que dans le premier Iron Man, c'était plutôt agréable de voir Robert Downey Jr. en mode cool, un peu vanneur, un peu prétentieux, etc., etc. J'avoue que ce rôle de Tony Stark à répétition dans je ne sais combien de films Marvel, et puis surtout un rôle dans lequel il s'est totalement enfermé, bah au bout d'un moment, je ne pouvais plus le supporter, je ne supportais plus le personnage, je ne supportais plus l'acteur, et du coup, même quand il essayait de se sortir du MCU, quand par exemple il a tourné Sherlock Holmes avec Jude Law, il le joue à la manière d'un Tony Stark. Donc ça pose un réel problème d'enfermement d'acteur par rapport à un type de personnage. Je pourrais dire la même chose de Scarlett Johansson. Non pas que Scarlett Johansson, c'était une grande comédienne, j'ai jamais considéré qu'elle était une très très grande actrice, mais quand même, quoi, quand elle avait été employée chez Woody Allen, elle jouait quand même très très bien. Et le fait qu'elle joue Black Widow, qui est pour moi peut-être un des personnages les plus inintéressants de ce fameux MCU, bah du coup, ça l'enferme une fois de plus dans ce rôle. Je pourrais aussi citer Tom Hiddleston, qui joue donc Loki, qui est pour moi un excellent acteur, vraiment, et j'espère qu'il va pouvoir se sortir aussi de ce rôle de Loki, qui est, oui, moins emblématique que celui de Robert Downey Jr. ou Scarlett Johansson ou même Chris Hemsworth, mais c'est vrai que pour le coup, moi maintenant quand je vois cet acteur, j'ai vraiment tout le temps l'impression de voir Loki, et pareil aussi pour Chris Hemsworth, que j'avais découvert moi personnellement dans Rush, film de Ron Howard, sur un pilote de Formule 1, superbe film, et dans un film récent qui s'appelle Sale Nuit à l'Hôtel El Royal, je crois un truc comme ça, et il apparaît sur les 20 dernières minutes du film, et juste je l'ai trouvé insupportable parce que j'avais l'impression de voir Thor qui faisait le malin, alors que c'était absolument pas le même personnage, mais son personnage dans Thor est tellement ancré que maintenant j'ai du mal, vraiment du mal, à me défaire de ces personnages quand je vois ces acteurs. Donc ça, je dirais que c'est le premier point négatif par rapport à Marvel, arriver à me faire détester des acteurs que j'aimais. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec le concept de série sur grand écran. Et puis, impossible de ne pas parler de Kevin Feige, le marketeur spécialiste des tableaux Excel, qui a quasiment inventé le concept du MCU. Et pour rester sur cette histoire de concept, quand on me dit que le MCU restera dans l'histoire du cinéma, j'ai quand même du mal à l'admettre, mais je peux admettre sur un point, c'est que oui, en tant que concept, ce MCU restera dans l'histoire du cinéma. Et ça, c'est quand même dû non seulement à Disney Marvel, mais surtout à Kevin Feige, qui lui, je pense, a eu un matin une idée de génie, c'est-à-dire de prendre ce que lui a aimé dans son enfance, dans son adolescence, c'est-à-dire George Lucas, Star Wars, Ron Howard, Robert Zemeckis, les réalisateurs qu'il aime, et il le dit lui-même hein, d'ailleurs, avec lesquels il a grandi, de prendre en fait ces bases de saga à 1, 2, 3, voire 6 épisodes, bon maintenant avec Star Wars 9, mais à l'époque il n'y en avait que 6, prendre ça, mais aller beaucoup plus loin que ça en fait,
C'est-à-dire d'inventer le concept de série télé au cinéma. Et il faut bien dire que moi, si je déteste, c'est quand même une idée de génie. Et il a réussi à fédérer énormément autour de cette idée, grâce notamment à ces scènes post-génériques dont je vais parler un petit peu plus tard, mais surtout avec ce plan qu'il avait dans la tête depuis le début, c'est-à-dire de fédérer autour de personnages de super-héros, tout en établissant une cohérence, non pas forcément autour d'un univers, mais simplement d'un méchant qu'on va teaser pendant 10 ans, à savoir Thanos. Et ça, il faut bien le dire, au détriment de scénarios un peu mal écrits, de personnages pas tous bien consistants, et surtout de méchants que tu peux tous jeter d'un film à l'autre, des méchants dont tu ne te souviendras jamais. Tout ça parce qu'en vérité, le véritable plan de ce MCU, le véritable méchant de ce MCU, c'est bel et bien Thanos. Et c'est vrai que quand il arrive dans Infinity War, tout le monde se prend une claque. C'est vrai que c'est peut-être le méchant le plus réussi du MCU. En même temps, les autres sont tellement fades, ils se ressemblent tellement tous que tu ne peux pas attendre autre chose que ça. Et en vérité, c'est le plan depuis le début de Kevin Feige, c'est de te teaser ce méchant. Il a réussi à fédérer autour de ça. Moi, je déteste ce concept, mais il faut bien dire que c'est une idée de génie. On se fiche même que dans Avengers, certains personnages ne sont pas développés, car Avengers, ça fédère. Comme une équipe de football fédère les gens. Dans un match, on ne peut pas faire attention à tous les joueurs. Certains sont remplaçants, certains excellent plus que d'autres. Dans Avengers, c'est pareil. Et l'aspect fédérateur passe avant de celui de faire un film dont on se souviendra artistiquement. À l'aide par exemple d'une inventivité de mise en scène à la Spielberg ou à la James Cameron et j'en passe, d'intrigue et de réflexion par exemple sur notre futur, sur notre société, et de musique mémorable comme aurait pu les composer un John Williams ou un Ennio Morricone. Comme le disent beaucoup de détracteurs du MCU et aussi quand même beaucoup de fans, peu importe les incohérences et scénarios mal écrits, l'important ce sont ces super-héros avec lesquels on a grandi. Seulement, dans le cinéma, on ne bâtit pas une franchise juste avec des persos charismatiques, mais aussi avec un univers riche, inventif et thématiquement fort. Pour te dire, il y en a certains qui font même des top 10. Alors pas des top 10, je sais pas moi, du meilleur scénario du MCU, non, c'est des top 10 des personnages avec les meilleurs super-pouvoirs. Ça en dit quand même long sur le manque de richesse de l'univers. Et quand je parle d'univers, je parle bien d'univers cinématographique. Je me garderai bien de mettre dans le même panier les comics Marvel, qui pour certains, je le rappelle, sont quand même des gros chefs-d'œuvre. Alors évidemment, quand on parle de Marvel, impossible de ne pas parler des scènes post-génériques. Ça, c'est encore un concept d'un génie absolu. C'est-à-dire qu'il a réussi aussi à ramener des gens, à fédérer énormément autour de ce concept de scène post-générique, c'est-à-dire de la scène qui va annoncer le prochain film. Et je crois que ça avait commencé dans le premier Iron Man, quand on voit cette scène post-générique, on se dit mais c'est carrément dingue, c'est-à-dire ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir l'installation de l'épisode d'après. C'était du jamais vu. Mais après, avec du recul, quand on se rend compte que ce sera à chaque fois ce concept-là qui reviendra à chaque film, c'est pas un élément juste mis comme ça. Ça fait partie du plan de Marvel et de Kevin Feige. Et ça pose un réel problème parce que c'est ça qui instaure justement le côté série télé au cinéma. Et je me souviens même qu'il y a des fans hardcore qui n'allaient voir des fois le film que pour la scène post-générique, ou du moins pas que pour la scène post-générique, mais on va dire pour une grosse partie pour cette scène-là. C'est-à-dire qu'ils faisaient plus attention, ils étaient plus impatients de voir la scène post-générique qui allait teaser la suite, plutôt que d'essayer de voir si le scénario était bien écrit, si ça tenait debout, s'il n'y avait pas trop d'incohérence avec le film précédent, etc. Donc pour moi, c'est totalement presque absurde, c'est totalement irréel, mais il n'empêche que Kevin Feige et Marvel ont réussi à fédérer autour de cette idée, autour de ce concept de post-générique, de séries télé. Moi, concept que je rejette totalement parce que je considère qu'un film, il doit avoir un début, un milieu, une fin. Tu peux ouvrir éventuellement, oui, sur une éventuelle suite, mais si tu veux, quand tu te rends compte que il faut, pour comprendre certains éléments d'un film qui vient de sortir, d'un Marvel qui vient de sortir, il faut que tu te rappelles des éléments du film que tu as vu 5 ans avant, ça commence sérieusement à poser un problème. Ça posera pas de problème aux fans, bien évidemment, mais pour quelqu'un qui n'a pas vu les films 50 fois, moi j'ai vu les films une fois, ça pose un souci. C'est pas comme une série que tu peux binge-watcher, ou quand on est à l'épisode 7, tu peux te souvenir de ce qu'il y a dans l'épisode 2, même un épisode par semaine, tu peux te souvenir. Mais là, le problème, c'est que ça met en perspective des films qui ont été diffusés en 2012 et en 2019. Il faut que tu te souviennes de ce qui s'est passé en 2012. Ça, pour moi, ça pose un réel problème. En fait, le concept redoutable de Kevin Feige, c'est d'avoir justement développé ce concept de saga
avec lesquels il a grandi, mais seulement lui, il a poussé le bouchon plus loin. Il a produit 2 ou 3 films par an, ce qui est gigantesque. Donc oui, Marvel restera dans l'histoire en tant que concept inédit de série sur grand écran et de personnages fun, mais très franchement, artistiquement, c'est quand même une autre histoire. Alors évidemment, comment parler de Marvel sans parler de l'humour? Bon, c'est quasi obligatoire. Ce n'est pas que l'humour qui a fait le succès de Marvel, bien entendu, ce serait un peu caricatural de dire ça, mais il faut quand même admettre que c'est à peu près peut-être 60-70% de leur succès. Cette espèce de ton cool, fun, marrant, détente, même entre 2 grosses scènes d'action épiques. Attends, on va se détendre un peu, tu vois. Ça, c'est la touche Marvel, et qui a été d'ailleurs reprise beaucoup, notamment maintenant par DC, par beaucoup de productions. Quand on dit « Ah, bah ils font comme Marvel », oui, il y en a plein qui font comme ça, parce qu'ils ont vu que ça marchait auprès du grand public, et que surtout, ça a marché quand même pas mal pour la presse. Et cette presse, finalement, et ces blogueurs qui n'attendaient que ça, que finalement, on puisse avoir un film super-héroïque avec des scènes plus ou moins épiques, plus ou moins dantesques, mais quand même, tout en prenant du recul par rapport à ce qu'on voit, et de se dire que quelque part, de temps en temps, on peut un peu les démystifier, on peut rigoler, parce que tu comprends, on a un peu passé l'âge quand même, et donc c'est quand même cool de pouvoir voir des scènes assez dingues au niveau du spectacle, mais en même temps, se foutre un peu de leur gueule, ça fait pas de mal. Et ça, quand même, Marvel l'a super bien compris, bien avant que Disney rachète en fait les droits. Et au début, c'était à Paramount, les premiers films du MCU, donc Iron Man et je crois l'incroyable Hulk, qui était produit par Universal. Les 2 films ont été en période de test. En fait, ils ont testé Iron Man 1 d'un côté et l'incroyable Hulk de Louis Leterrier de l'autre côté. Alors c'est vrai, je l'accorde, l'incroyable Hulk n'était pas spécialement réussi, mais disons qu'il était plus sombre qu'un Iron Man totalement cool, fun et action. Et là, pour le coup, le résultat au niveau du box-office, au niveau des critiques, a été sans appel. C'est Iron Man qui a emporté la mise. Donc, je pense que Disney s'est totalement focalisé sur le ton de ce premier Iron Man pour bâtir tout le MCU, quoi. Alors au niveau de l'humour, il y a quand même un truc que je vais bien aimer, c'est l'intro des Gardiens de la Galaxie 2, paradoxalement. C'est très bizarre, je sais, normalement, c'est pas le genre de scène que je devrais aimer. Mais en fait, moi j'ai aimé l'audace, si tu veux, de planter cette scène d'introduction avec, en fait, tous les Gardiens de la Galaxie qui se battent en arrière-plan et t'as Bébé Groot qui met la musique et qui danse et tout ça. J'ai trouvé ça génial, et même quand je revois la scène là comme ça me fait encore marrer. Seulement le problème, et c'est là où je dis que c'est paradoxal, c'est qu'après ce ton humoristique instauré, d'ailleurs dans le premier Gardien de la Galaxie et dans ce deuxième opus, après finit par me lasser, finit par me fatiguer, parce que moi j'ai envie d'une vraie aventure, j'ai envie d'interactions sérieuses entre les personnages, j'ai pas forcément envie de vannes toutes les 10 minutes, quoi, voilà. Donc ça va me poser un problème, ça va m'amuser sur les 5 premières minutes, mais après ça va vite me fatiguer. Et il faut quand même souligner que ce qu'a imposé Marvel aussi à travers ce fameux plan du MCU, c'est cette ligne éditoriale, ce ton que beaucoup de studios ont voulu faire à leur tour, dont DC, même Universal avec le Universal Cinematic Monster ou je ne sais quoi, où ils ont voulu faire la momie, ils ont voulu faire tout un truc, un univers interconnecté, partagé, comme un espèce de MCU, mais avec leurs films à eux, ils sont royalement plantés. Alors je dirais pas que ça c'est de la faute de Marvel, parce que c'est les studios eux-mêmes qui ont voulu prendre cette responsabilité en fait de prendre cette même ligne éditoriale, ce même ton, mais ils sont totalement plantés. Il n'y a que DC là qui suit les pas de Marvel, et à mon avis, je trouve pas que ce soit une très bonne chose. Ils auraient dû rester évidemment dans ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire avec leurs personnages et leur intrigue complexe, leurs personnages torturés, mais c'est sûr que tu gagnes un peu moins de millions de dollars qu'avec la formule Marvel, quoi. Indirectement, sans le vouloir, Marvel a globalisé et a finalement fait peur à tous les producteurs d'Hollywood en disant regardez, nous, notre formule, elle fonctionne, pas obligé de faire pareil, mais en tout cas, voilà ce qu'il faut faire pour avoir les faveurs de la presse et également du public. Alors également, un autre film que j'aime dans ce MCU, détesté par tous les fans, et ça depuis la première heure, Thor 1 de Kenneth Branagh. Alors je ne sais pas si je suis réellement objectif avec ce film parce que j'adore Kenneth Branagh, c'est un de mes réalisateurs préférés, je valide 95% de ses films, et donc je me pose la question de mon objectivité ou non sur ce film. Toujours est-il que pour les besoins de cette vidéo, j'ai dû le revoir et j'étais en train de me demander si réellement je regardais un Marvel, très sincèrement. Alors c'est vrai que, mis à part certaines petites blagues,
certains éléments comiques, mais qui ne sont pas du tout les mêmes éléments comiques qu'on peut retrouver dans le MCU à partir du premier Avenger. C'est-à-dire que dans le premier Thor, le comique naît du décalage temporel dans lequel va se retrouver Thor. C'est-à-dire que quand Thor se retrouve dans le monde de Nathalie Portman, on va plus avoir des espèces de gags un peu à la Visiteur, avec un mec qui n'est pas de ce monde-là, qui va aller dans une animalerie et dire « je veux un cheval », qui va être dans un bar et qui va casser sa tasse de café en disant « j'en veux une autre », etc. Tout ça est plutôt rigolo et plutôt marrant, mais ce n'est pas du tout le même type d'humour qu'on aura plus tard dans le MCU, qui est juste fait à base de vannes sur les personnages entre eux, quoi. C'est pas du tout la même chose. Et pourquoi j'aime ce film? Parce que finalement, il prend les choses assez au sérieux, quoi. Notamment même dans sa première partie, avec le bannissement de Thor, qui est carrément limite archi dramatique, mais à la limite, ça m'étonne pas de Kenneth Branagh. Il y a tout cet élément où le Marvel de maintenant aurait fait une blague, mais à l'époque, on faisait pas de blague. Le moment où Thor est dans notre présent, il doit retirer le fameux marteau, il n'y arrive pas, et s'ensuit une espèce de colère et de frustration, il lève la tête au ciel en hurlant, etc. Le Marvel de maintenant aurait fait une blague, mais c'est évident. Et la preuve en est, puisqu'après il y a eu Thor Ragnarok, puisqu'il y a eu voilà, une démystification totale du personnage de Thor, puisque comme ils ont vu que dans Thor 2, le côté sérieux ça marchait plus, mais non pas à cause de la volonté de prendre au sérieux le personnage, mais juste parce que le film était extrêmement mauvais, bah du coup, on en a fait un personnage plutôt marrant. Et le point culminant de ça, c'est le personnage de Loki. Le personnage de Loki dans le film de Kenneth Branagh, il est pris extrêmement au sérieux. Toute la scène où il est super menaçant, où il menace son père de le tuer, énormément de scènes où il incarne vraiment un méchant super crédible. Le problème, c'est que 2 ou 3 ans plus tard, dans le premier Avenger de Joss Whedon, on prend le personnage de Loki, donc on en refait le méchant, pourquoi pas, c'était plutôt une bonne idée. Et puis vient cette fameuse scène où tout le monde s'est marré, et j'avoue, même moi, la première fois que je l'ai vu, où Hulk prend Loki en train de faire son discours, en train de dire « oui, je suis le plus grand méchant, machin, etc. » Il le prend et il le balance comme ça, de droite à gauche. La salle explose de rire. Même moi, c'était tellement inattendu que sur le coup, j'avoue, ça m'a fait rire. Mais après, en prenant un peu de recul, je me dis, est-ce que c'est pas là le début de la fin? C'est-à-dire que, je dis pas que c'est juste grâce à ça que Avenger a cartonné au box-office, bien sûr, mais je pense que c'est une des grandes raisons du succès de Marvel à partir de cet épisode. Ils ont vu que le public réagissait extrêmement bien, les journalistes, bien sûr, ont dû évidemment bien se poiler aussi, et ils se sont dit, bah voilà ce que ça doit être le MCU aussi. Ça doit être, oui, des affrontements super-héroïques dans les rues de New York, etc., avec des plans séquences incroyables, mais ça doit être également ce genre de scène, fun, marrante, tu vois, avec des personnages emblématiques. Regarde, les gens, finalement, ça les dérange pas qu'on déconstruise une mythologie, on annule toute tension dramatique à l'aide d'une vanne, à l'aide juste d'un plan fixe avec Hulk qui fait le malin. Et moi, malheureusement, c'est tout ce qui va me déplaire par la suite, c'est-à-dire cette désacralisation de tout, quoi. Et c'est aussi ce qui va amener au fait que Marvel n'a plus vraiment de méchants valables. Et ça va amener aussi à un film que j'aime bien du MCU, c'est-à-dire Civil War. Mais bizarrement, Civil War, c'est un film où il n'y a pas de méchant, où finalement, le méchant, c'est Marvel contre Marvel. C'est-à-dire, c'est une dissension au sein d'un même groupe. C'est très intéressant, notamment tiré du comics du même nom, qui est bien mieux que le film d'ailleurs. Mais pourquoi c'est un des films que j'aime bien? Parce que justement, on compense le manque de méchants intéressants chez Marvel en mettant cette dissension de super-héros où ils vont se taper les uns contre les autres. Alors après, on peut discuter effectivement des scènes d'action sur l'aéroport, que dans le premier Avenger, les scènes d'action étaient mieux, etc. Oui, ok, pourquoi pas. Mais cette thématique de Marvel contre Marvel, j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Et j'ai envie de dire que même si le film met un peu des plombes à démarrer pour arriver à ce point culminant-là, j'ai toujours trouvé le film relativement intéressant. Après, pour moi, ça va pas au bout des choses non plus, faut peut-être pas exagérer, mais quand même, il y a des scènes assez bien fichues. Mais pour en revenir rapidement à Thor, il y a une dimension quasi shakespearienne. Ça m'étonne pas qu'ils aient pris Kenneth Branagh. Kenneth Branagh a dû obéir à un cahier des charges assez costaud, mais en tout cas, il y a insufflé ce qu'il aime lui, le drame shakespearien. Et à l'époque, pour moi, on n'était pas dans l'ère Marvel produite par Disney, quoi. Très clairement, on était encore dans quelque chose qui pouvait être pris au sérieux. Même si oui, certains décors sont kitsch, les habits de Thor font un peu trop déguisement de cosplay. Je suis entièrement d'accord avec cette idée. Mais n'empêche qu'il y avait quand même cette volonté
d'essayer de faire quelque chose qui pouvait se tenir, parce qu'il y avait aussi une vision de metteur en scène derrière, et qu'on n'allait pas prendre des yes men comme les frères Russo. Et moi, je ne comprendrai jamais cet emballement autour des frères Russo. Alors oui, ils ont gardé les frères Russo parce qu'ils ont apporté des milliards de dollars à la boîte, mais pour moi, ce ne sont vraiment pas de grands metteurs en scène, quoi. C'est-à-dire que oui, ils vont bien te filmer les scènes d'action, notamment les scènes d'action dans Civil War, notamment dans Infinity War, etc. Et tout ce que tu veux, d'accord, c'est très bien géré. Mais à part ça, quand il s'agit de faire des champs contre champs qui se passent au Shield et que tu as tous les Avengers qui discutent les uns en face des autres, c'est quand même assez pauvre cinématographiquement, quoi. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quand même, les frères Russo. Faut peut-être pas exagérer. Il y avait quand même réellement d'autres réalisateurs à prendre. Alors Marvel a quand même pris des réalisateurs comme Shane Black, mais voilà, Shane Black aussi est tombé dans ces espèces de blagues où on démystifie tout, notamment sur le Mandarin, qui a été quand même reçu comme une grosse blague. Et d'ailleurs, je suis pas certain que ce soit un film méga apprécié des fans, bien que quand même Iron Man 3 soit intéressant sur la thématique de ce Tony Stark angoissé et qui quitte un peu son côté insupportable, cool, condescendant, machin, et qui passe son temps à vanner. C'était une idée intéressante. Malheureusement, je trouve que le film se vautre complètement dans un comique qui n'a pas lieu d'être, quoi. C'est-à-dire ce méchant, pour moi, Iron Man 3 aurait dû presque signer la fin de ce MCU. C'est-à-dire que les gens, j'ai cru qu'à ce moment-là, ils seraient dit, ah non, bah attendez, on peut pas continuer à se foutre de notre gueule éternellement avec les méchants qu'on prend par-dessus la jambe. C'est pas possible. Arrêtez ce massacre. Non. Mais finalement, les gens ont continué à aller voir ce MCU, et même la presse a continué à encenser ces films. Donc résultat, on en est arrivé à un point culminant comme ça qui a été Avengers Endgame, avec un démarrage au box-office tonitruant, quoi, 1,3 milliard en 3 jours. Bon, c'est du jamais vu, mais ça représente bien là l'aspect fédérateur que j'évoquais au début de la vidéo, et qui pour moi est totalement représentatif de ce qu'est le Marvel Cinematic Universe. Ce ne sont pas des films qu'on va retenir forcément, mais c'est des films qu'on a envie d'attendre. Et on a envie d'y aller comme on se précipite à un immense stade de football pour aller admirer une équipe qui gagne, une équipe qui va botter le cul de Thanos, quoi. Pour moi, c'est un peu ça, le Marvel Cinematic Universe. C'est pas vraiment des films que tu vas retenir artistiquement. Peut-être que l'histoire me donnera tort, peut-être que je me trompe complètement, c'est possible, mais vraiment, moi, c'est l'impression que j'en ai. Et j'ai beau revoir certains films, j'ai beau aller voir même les films au cinéma du Marvel Cinematic Universe, je n'arrive pas à m'enlever cette idée de la tête, vraiment très clairement. Voilà le petit bilan que je pouvais faire sur ce Marvel Cinematic Universe, qui n'est pas encore terminé complètement. On aura la phase 4, on aura peut-être même la phase 5, enfin tant que les gens iront voir les films de super-héros, il n'y a pas de raison que Marvel ça s'arrête, à moins qu'ils se prennent, je sais pas, 3 à 4 bits d'affilée, et là oui, je pense qu'ils feront une petite pause, ou alors carrément qu'ils arrêteront, mais en tout cas, on n'est pas prêt de les voir s'arrêter. En attendant, la semaine prochaine, on se retrouvera pour la critique des abonnés sur la revanche des sites. Vous avez été beaucoup à participer, et ça franchement, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, vous avez maintenant le lien Tipeee, le lien Utip pour soutenir la chaîne de façon totalement gratuite. Les liens sont dans la description. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!